Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir la validité des conclusions de l'enquête. Donc, être capable d'analyser l'information qui est donnée et voir s'il y a une validité derrière ça ou est-ce que c'est des résultats biaisés. Alors, souvent, on va voir des cas où on faut questionner la validité lorsqu'il s'agit de guérison ou de remèdes miracles pour des choses telles que le cancer, parce qu'on en voit couramment en ligne. Et il faut vraiment s'arrêter et penser, est-ce que c'est de l'information fiable que je suis en train de lire? Donc, l'exemple, nous avons ici M. Brian ou le docteur Brian McMahon, qui en 1981 a fait une recherche. Donc, lui, il était un spécialiste dans les désordres gastro-intestinaux. Il a fait une recherche au sein de ses patients et il a découvert qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de patients qui ont le cancer du pancréas et le nombre de patients qui boivent du café. Donc là, tout le monde dans son département a cessé de boire du café et tout le monde a commencé à boire du thé au lieu parce que nécessairement, ils se disaient, oh boy, il y a vraiment un lien possiblement causal entre le cancer du pancréas et les gens qui boivent le café. Donc ça avait causé une grande controverse. Et puis après ça, il y a eu des experts qui se sont demandé est-ce qu'il y avait de quoi qui était biaisé dans sa recherche. Donc là, qu'est-ce qu'un biais? On a dit que c'était la différence entre la réalité et ce qu'on croit être la réalité. Donc là, biaisé ne veut pas dire que seulement que ça peut être que tu modifies les données pour que ça soit à ton avantage, mais ça peut aussi être pas intentionnel d'avoir trouvé de l'information qui est biaisée. Donc là, avec quelques découvertes, où on a découvert qu'il y avait une erreur, on a déterminé qu'il n'y a aucun lien entre le cancer du pancréas et boire du café. On a dit qu'il n'y a pas de corrélation et on a trouvé l'erreur dans l'information donnée. Donc, ce que Dr. McMahon y faisait, il posait des questions. Donc, il y avait les patients atteints du cancer du pancréas et ceux qui n'avaient pas le cancer du pancréas. Il leur demandait est-ce que tu bois du café? Donc là, avec ceci, il a pu conclure, il y en a beaucoup plus du côté des patients qui ont le cancer qui boivent du café que des côtés de ceux qui n'ont pas le cancer, qui ne boivent pas de café. Mais l'information, c'est que ce n'est pas représentatif de l'échantillon en général. Nécessairement, il a pris des gens qui sont des patients qui ont des problèmes gastro-intestinaux. Mais là, il faut se poser la question. Si tu n'as pas le cancer du pancréas, les chances sont bonnes que tu as une maladie quelconque ou quelque chose de mal avec ton estomac. C'est pas du café qui est la meilleure chose à prendre lorsque tu as des problèmes d'estomac. Donc, les gens qui ont des problèmes d'estomac, mais pas le cancer du pancréas, prennent pas de café parce que c'est pas bon pour eux autres. Donc, ça peut rempirer leurs conditions. Donc, je pense à des gens qui ont des problèmes d'acide ou des gens qui ont des problèmes digestifs. Le café n'est pas une bonne chose pour ces gens-là. Donc, c'était pas représentatif. Il faudrait questionner des gens qui n'ont pas de problèmes gastro-intestinaux et voir si eux, ils boivent le café et comparer la différence entre le cancer du pancréas et non. Donc, il n'a pas pu conclure qu'il y avait nécessairement un lien entre les deux. Il y a aussi des enquêtes et des sondages. Donc, surtout si c'est des habitudes sexuelles ou des consommations de drogue, il ne faut jamais se fier à ces sondages-là. On a mentionné en classe que c'est des questions qui rendent les gens mal à l'aise et les gens ont toujours peur qu'ils pourraient être. On pourrait découvrir que c'est eux qui ont répondu, même si ça dit que c'est anonyme, soit par leur écriture ou quoi que ce soit. Donc, les gens ne répondent pas honnêtement à des sondages habituellement qui sont soit de nature sexuelle ou d'abus de drogue, d'alcool, etc. Donc ça va être souvent des sondages qui ont des biais. Mais on a découvert que les sondages sont plus efficaces si c'est un sondage en ligne, les gens ou à l'ordinateur, parce que les gens on découvre qu'ils se sentent un peu plus à l'aise, on ne peut pas décrire leur écriture, ils ne sentent pas le besoin on peut regarder à leur page et ensuite comparer. Donc ils se sentent plus sécures, pas nécessairement si on y pense avec des recherches en ligne avec les IP address et des choses comme ça, c'est difficile de vraiment pas être capable de trouver, mais bon, les gens sont plus à l'aise, donc on a des sondages un petit peu moins biaisés. Là, je vous donne une erreur classique. Donc, le Literary Digest, c'est une revue qui faisait ce qu'on appelait des votes de paille. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que tous leurs membres, ils leur envoyaient des faux bulletins de vote. OK? Et puis là, les personnes ici en renvoyaient, et là, le Literary Digest était capable de tirer une conclusion qui allait gagner les élections. Donc, ils ont correctement prédit le gagnant en 1920. Et d'ailleurs, il était seulement à 6% de la réalité et ils ont questionné 11 millions de personnes.
Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'en 1920, le Literary Digest a envoyé ça à tous ses membres. Les membres qui voulaient répondre ont répondu, qui allaient élire. Et ensuite, on a découvert que c'était juste off par 6%, ce qui est quand même bien. En 1924, ils ont également prédit le gagnant. Il y avait une différence seulement de 5%. Ils ont questionné 16,5 millions. Donc là, on peut voir que plus de gens qui ont été questionnés, on dirait que l'efficacité de ce sondage-là était encore plus présente. En 1928, le Literary Digest a également bien prédit, mais il était à 44% de la réalité, mais il a questionné 18 millions. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre le nombre de personnes et le pourcentage de différence entre le résultat officiel et la prédiction. Il a bien prédit, mais il était off par pas mal. Et en 1932 également, il était à seulement 1% de la réalité et il y a 20 millions de personnes qui ont été questionnées. Cependant, en 1936, la prochaine élection, en s'appuyant sur une base de 2,3 millions de votes de paille, la revue avait prédit que l'élection du républicain Alfred Landon, allait gagner l'élection en 1936. Toutefois, il y a un jeune psychologue, George Gallup, qui a prédit que Roosevelt allait gagner et lui a seulement questionné 4500 personnes. Et en 1936, c'est Roosevelt qui l'a remporté avec 60,8% des voix contre seulement 36,6% pour Landon. Donc là, on voit que le Literary Digest n'a pas bien prédit et même pas proche de bien prédire. Et ce qui a fait en sorte, c'est que l'échantillon de Gallup était beaucoup plus représentatif de la population générale. Parce que la revue, elle a envoyé à des gens qui étaient abonnés. Okay? Bien, les gens les plus riches sont souvent ceux qui sont abonnés à des revues. Et les gens les plus riches sont les personnes qui sont plus prônes à voter républicain. Donc là, le côté Gallup, lui, il a pris 4500 personnes, mais il a pris un échantillon plus réaliste de la population des États-Unis et il a été capable de mieux prédire qui allait gagner. Une autre chose qu'on a parlé, c'est le danger des mesures de tendance lorsqu'ils sont mal utilisés. Donc là, c'est un exemple banal qu'on vous donne. S'il y a 3 statisticiens qui vont à la chasse, il y a un canard qui se met à voler. Le premier, il va viser 10 cm trop haut. Le deuxième va viser 10 cm trop bas. Fait que le troisième va dire, bon, ben, on l'a eu. Parce que selon la moyenne, ils ont frappé le canard. OK? Ça, c'est une joke vraiment plate. Mais c'est juste pour vous donner un contexte que c'est pas nécessairement toujours il faut toujours faire attention à quelle mesure de tendance qu'on utilise. Alors, si je regarde ici, il y a des chercheurs qui vont vérifier l'efficacité d'un traitement médical sur 2 différents groupes ethniques A et B. Okay? Donc, dans la première étude, A a 36% qui ont été guéris avec le traitement médical, B a 45% qui ont été guéris. Et dans la deuxième étude, A, il y a 60% qui a été guéri et B, il y a 65% qui a été guéri. Donc, seulement en regardant ce sondage-là, on peut conclure que la guérison du groupe B est beaucoup plus supérieure à la pourcentage de guérison du groupe A. Mais, en réalité, on ne peut pas conclure ceci. Voici pourquoi. Donc, le premier étude, le A avait un échantillon de 100 personnes. Le groupe B avait 1000 personnes. Donc, il y a eu 36% de guérison. Donc, il y a seulement 36 personnes qui ont été guéries chez le A, tandis B, il y en a 450. Mais dans la deuxième étude, on a pris 1000 personnes de A et 100 personnes de B. Donc, 60% fait 60 guérisons chez A, 65 chez B. Donc là, si on fait les calculs, les nombres de l'échantillon total, il y en a 1100 des deux côtés qui ont été questionnés. Mais A a guéri 636 ou le cas A, on a eu 136 guérisons, tandis que le groupe B, on a eu 515 guérisons, ce qui fait en sorte que le pourcentage de guérison réelle était 57,8 et 46,8. Donc, le A est supérieur que le B. Donc, il faut vraiment prendre en considération c'est quoi l'échantillon en tout temps lorsqu'on jase de statistiques. Le deuxième exemple. Fait qu'une campagne de recrutement d'une entreprise qui affirme que le salaire moyen, donc là, vous voyez la moyenne, de ses employés, c'est 6 000 par mois. Et ce salaire mensuel va sûrement t'impressionner. N'importe qui entend ça va dire ah, nice, 6 000 par mois en moyenne pour tes employés. Allons voir comment est-ce que ceci peut être pas tout à fait la vérité. Fait que vous avez le père, qui est le propriétaire, mettons, qui fait 48 000 par mois. Vous avez le fils qui va faire 20 000 les cousins, beaux-frères, belles-sœurs font 5 000 les contremaîtres font 4 000 et finalement, les employés, ce qui est probablement où ce que vous allez terminer, font 2 000 Fait que si je regarde à ça, je prends tous ces chiffres-là et le montant de fois qui sont exprimés, ça va me donner une moyenne de 6 000 La médiane va me donner 5 000 mais le mode va m'indiquer que est 2 000 la réalité. Donc, dans ce cas ici,
pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, la façon la plus réaliste de découvrir qu'est-ce qui va arriver, ça aurait été le mode et non la médiane ou la moyenne sont beaucoup trop élevés pour le nombre de personnes qui sont ici. Donc 6 plus 5, ça fait 11, 12, 13. Il y en a 13 personnes ici, mais il y en a 10 qui font 2000 $. Donc la majorité font 2000, mais pas la majorité, mais une grosse partie font 2000 $. Donc il faudrait vraiment se tenir avec ça. Alors ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.